Bonjour Bernard Valla. Bonjour. On n'a jamais autant parlé de maladies animales, de contagion dans le monde, de transmission, de risque de transmission à l'homme de ces maladies animales. Vous êtes le directeur de l'Organisation mondiale de la santé animale. Quel est exactement votre rôle face à ces crises ? Alors notre organisation est très ancienne. Elle a été créée en 1924, avant les Nations Unies. Et elle s'appelait Office international des épizooties. Nos pays ont décidé de la nommer Organisation mondiale de la santé animale, tout en conservant l'ancien acronyme OIE. Et historiquement, notre organisation avait été chargée par ses pays membres d'assurer la transparence de la situation des maladies animales dans le monde par des échanges d'informations entre les pays. L'OIE était également chargé de communiquer à ses pays membres les meilleures méthodes pour lutter contre les maladies animales. La globalisation a offert aux pathogènes, aux microbes, des occasions qui ne s'étaient jamais présentées dans l'histoire de l'humanité, en pouvant se répandre dans l'ensemble du monde et en trouvant aussi des opportunités d'acquérir du matériel génétique nouveau de par les brassages qu'ils peuvent générer par la globalisation, qui leur permettent de devenir de plus en plus dangereux. Donc notre rôle a été multiplié du fait de la globalisation. Et aujourd'hui, nous sommes passés de 28 à 167 pays membres. Et notre mandat historique s'est étendu d'abord aux risques liés aux maladies animales pour la sécurité sanitaire des aliments. Et nos pays membres nous ont également demandé d'être l'organisation mondiale de référence pour le bien-être animal et de produire des normes en la matière. Là, vous dites des pathogènes dangereux, voire de plus en plus dangereux. On a l'impression effectivement que les conséquences sont tout à fait dramatiques chaque fois qu'un pays est concerné, qu'il s'agisse d'un pays riche ou d'un pays pauvre. Qu'est-ce que l'OIE peut faire pour neutraliser ces conséquences, ou les alléger, ou les prévenir ? Alors, nous devons renforcer nos missions historiques. Nos pays membres, lorsqu'ils adhèrent à l'OIE, s'engagent à transmettre toutes les informations pertinentes sur leur situation nationale en matière de maladies animales. Et nous devons nous assurer qu'ils le font. Et nous nous en assurons en recherchant en permanence l'information dans le monde sur les maladies animales et en interpellant ceux qui tarderaient à communiquer cette information. Mais la plus grande majorité d'entre eux ne la communiquent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de détecter rapidement une maladie lorsqu'elle survient. Et c'est pourquoi nous exerçons en permanence une influence sur les pays riches, sur les institutions financières internationales, pour les convaincre qu'il s'agit d'une priorité mondiale et qu'ils doivent aider les services vétérinaires des pays qui n'en ont pas les moyens à mettre en place des systèmes de surveillance appropriés. Donc ça, c'est la méthode que vous retenez pour prévenir l'apparition de ces maladies, finalement. Alors, effectivement, pour prévenir l'apparition des maladies, le facteur clé est des mécanismes nationaux de détection précoce et de réponse rapide lorsqu'un foyer apparaît. Lorsqu'un foyer nouveau d'une maladie n'est pas détecté dans les 48 heures, le coût de sa gestion est exponentiel. Donc, nous devons nous assurer que tous les pays au monde ont des mécanismes pour assurer cette détection précoce et, lorsqu'elle est assurée, des mécanismes pour agir extrêmement vite au niveau de la maladie lorsqu'elle est apparue pour la première fois dans le pays, par exemple, dans un village ou dans une ferme. Ça veut dire que les pays pauvres n'ont pas vraiment aujourd'hui les moyens de se prémunir contre ces maladies? Alors, les pays pauvres ont des problèmes de gouvernance en matière
de lutte contre les maladies animales. Ils n'ont pas toujours les législations appropriées, les mécanismes administratifs liés aux services vétérinaires officiels pour leur permettre d'appliquer les normes internationales qu'ils ont adoptées ou les législations nationales qu'ils devraient mettre en œuvre. Et la première priorité, effectivement, est d'améliorer la gouvernance et la législation. Et la seconde est de s'assurer que les services publics qui doivent la mettre en œuvre disposent des compétences et des ressources nécessaires et des alliances avec les autres partenaires qui doivent les appuyer dans leur action, comme les producteurs, les transformateurs et tous ceux qui, dans un pays, ont intérêt à ce que les aliments qu'ils consomment ne soient pas altérés par des pathogènes d'origine animale. La dernière grande maladie animale dont il est beaucoup question, puisqu'on pense qu'il y a même un risque de transmission à l'homme, c'est la grippe aviaire. Alors nos experts nous disent que du fait de la globalisation, les microbes sont en train de constituer un cyclone parfait et que le monde serait actuellement dans l'œil de ce cyclone. Eh bien, pour la grippe aviaire, les pays infectés sont en fait au bord de l'œil du cyclone. Et c'est un très bel exemple d'un phénomène qui s'est pratiquement mondialisé et qui est largement lié à la globalisation. Et toutes les politiques que l'OIE préconise en matière de prévention de ces nouvelles maladies sont à appliquer à la lettre pour lutter contre cette crise mondiale. D'abord, assurer la transparence. Il est essentiel qu'un pays infecté puisse détecter très vite la maladie et la juguler dès qu'elle apparaît. Et la plupart des pays qui sont aujourd'hui infectés n'ont pas appliqué ces règles, n'ont pas été en mesure de détecter la maladie, n'ont pas été en mesure de la combattre tout de suite, et certains d'entre eux, au début en tout cas, n'ont pas été transparents. Alors, à Pékin, début 2006, vous avez convaincu les pays riches et la Banque mondiale de débloquer près de 2 milliards de dollars pour lutter contre les maladies animales, contre la grippe aviaire plus spécifiquement. Une des inquiétudes des pays donateurs, c'est de savoir ce que cet argent va devenir, s'il va être efficacement utilisé. Quelle garantie l'OIE peut leur donner ? Alors à Genève d'abord en novembre 2005, puis à Beijing, nous avons eu la grande satisfaction de voir les messages de l'OIE entendus par toute la communauté internationale, y compris par les donateurs internationaux. Et nous avons effectivement demandé des ressources extra-budgétaires pour contribuer à la lutte mondiale contre cette crise. Et nous avons proposé 3 différents niveaux d'intervention par l'OIE en coordination avec les autres organisations comme la FAO ou l'OMS. Donc concrètement sur le terrain, comment ça va se passer là ? Alors, comment est-ce que vous suivez les capitaux, quoi, en quelque sorte ? Il y a d'abord le niveau mondial qui va être une instance de coordination des politiques et des créations d'alliances avec les autres partenaires. Ensuite, nous avons demandé des financements pour le niveau régional. Nous avons actuellement 7 représentations et bureaux régionaux de l'OIE à qui nous allons confier des missions d'amélioration des compétences de tous les leaders nationaux rattachés à leur région dans le domaine des politiques. Un réseau sur place Nous avons des équipes dans les régions qui vont organiser des rencontres entre les différents pays membres de ces régions et où les messages définis au niveau mondial seront discutés et adoptés avec les spécificités régionales. Et la deuxième mission de ce niveau régional sera de procéder à l'évaluation des services vétérinaires des pays qui leur sont rattachés pour s'assurer que ces pays
sont en conformité avec les normes de qualité de l'OIE au niveau des services vétérinaires. Nous organiserons également des séminaires nationaux pour lancer ces nouveaux projets qui seront financés avec les ressources qui ont été accordées à la conférence de Pékin. Et en résumé, les deux grandes missions de l'OIE seront coordination, amélioration des compétences et évaluation des services vétérinaires, puisque les bailleurs de fonds ont accepté à Pékin que c'est sur la base des évaluations de l'OIE que les investissements au profit des pays en développement pour améliorer leurs services vétérinaires seront consentis. En même temps, vous touchez un point sensible. Aucun pays n'a vraiment envie de voir, de subir l'ingérence d'une puissance étrangère, fût-elle une organisation internationale, dans sa politique. Est-ce qu'il y a un droit d'ingérence en matière de santé animale, finalement ? Il n'y a pas de droit d'ingérence en matière sanitaire. L'OIE n'a pas accès à la mobilisation de casques bleus. Mais l'OIE développe une politique d'influence à travers divers instruments. D'abord, nos pays ont adopté démocratiquement des normes internationales et ils se sont engagés à les appliquer. Ce que nous demandons à la suite de la conférence de Pékin, c'est que tous puissent avoir les moyens de les appliquer. Donc nous ne sommes pas inquiets que cette intervention soit qualifiée d'ingérence, puisque ces normes ont été incorporées normalement dans les législations des pays bénéficiaires. Le problème est que certains pays ne considèrent pas qu'il s'agisse de priorités nationales, ils ont d'autres priorités, surtout lorsqu'ils sont très pauvres. Et donc, il y a une action politique à mener à l'égard des responsables nationaux, des décideurs, pour les convaincre de considérer les politiques préconisées par l'OIE comme des priorités nationales par rapport à d'autres besoins. Et l'accès à des ressources externes facilite ces choix par les responsables nationaux. Et l'action politique sera le fait de l'OIE ? Oui, l'OIE a les moyens, surtout après la conférence de Pékin et les ressources extra-budgétaires nouvelles, de développer cette politique d'influence et de convaincre les responsables nationaux qu'il s'agit non seulement de priorités nationales, mais aussi mondiales, et ceux qui ne le feraient pas encourent dans les démocraties un risque politique. Donc là, on parlait de financement et de financement via des donateurs assez traditionnels, finalement, la Banque mondiale ou bien les pays riches. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que mobiliser d'autres sources de dons, et est-ce qu'il n'est pas de la responsabilité ou de l'intérêt de l'industrie agroalimentaire ou de la restauration, peut-être, de contribuer à ce genre de financement, à ce genre de lutte ? Je suis convaincu que les fonds publics dont nous venons de parler ne vont pas suffire à sécuriser l'ensemble de la planète par rapport à l'apparition de maladies émergentes. Et le niveau mondial de coordination que j'évoquais tout à l'heure doit être géré en coordination étroite avec les représentants de la production, de la transformation des produits animaux et de la restauration. Ça me paraît essentiel donc que ces parties prenantes soient associées à l'ensemble de l'effort mondial, et nous avons déjà des négociations en cours avec des représentants de ces fédérations mondiales pour les différentes branches qui ont cet intérêt-là, et j'ai très bon espoir qu'ils participent financièrement et politiquement à l'effort en cours. Au-delà des financements, et une fois peut-être le feu éteint des épidémies les plus aiguës en ce moment, est-ce qu'on ne peut pas imaginer de monter un système mondial de sécurité sanitaire ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui paraît utopique, ou est-ce que ça c'est quelque chose à quoi on peut songer ? Non, c'est bien la mission essentielle de l'OIE de proposer à tous ses pays membres une politique mondiale de santé publique vétérinaire pour protéger les animaux eux-mêmes, et notamment leur bien-être,
pour protéger les consommateurs, puisque la sécurité sanitaire des aliments est largement liée aux politiques de santé animale, et pour protéger la santé humaine en général. Et ceci repose sur des méthodes d'abord, des mécanismes que tous les pays doivent prendre en compte. J'ai évoqué la nécessité de respecter les normes de l'UE en matière de qualité des services vétérinaires, dans tous les pays du monde. Un seul pays qui ne respecterait pas ces normes pourrait mettre en danger toute la communauté internationale. Donc l'OIE doit veiller à ce que aucun pays ne soit en dehors de cette stricte application des normes qu'elle a proposées et qui ont été adoptées par tous ces pays. Et ce qui est très important, ce qui doit être respecté par chacun, c'est d'abord, au-delà du respect des normes et des services vétérinaires efficaces, ce sont des mécanismes appropriés pour repérer les maladies, connaître la situation sanitaire du pays, disposer d'équipes qui peuvent intervenir en urgence, mais aussi d'un réseau très dense de vétérinaires privés proches des éleveurs eux-mêmes organisés par une formation appropriée au niveau sanitaire. Mais c'est aussi une politique de communication appropriée auprès des populations. Auprès des populations. C'est aussi l'assurance pour les producteurs de bénéficier d'une compensation financière rapide et juste lorsque, pour des raisons sanitaires, les services vétérinaires sont obligés de détruire des animaux malades ou ayant été en contact. Vous pensez que les crédits, ça va suffire à convaincre des éleveurs qui ont un problème de dire la vérité, et éventuellement aussi aux États qui sont concernés? Ce qu'on sait en tout cas, c'est que lorsqu'un pays n'a pas mis en place un mécanisme national de compensation, eh bien, les éleveurs pauvres, pour lesquels les animaux sont un mode de subsistance essentiel, vont dissimuler les maladies parce qu'ils vont savoir que leurs animaux vont être détruits et que leurs revenus vont être supprimés. Donc c'est un mécanisme essentiel et il dépend de la responsabilité de l'État, mais aussi du concours du secteur privé. Et la politique de communication est essentielle non seulement au niveau de chaque pays, entre les pouvoirs publics et les éleveurs, mais elle est aussi essentielle au niveau mondial. Et l'OIE se propose, au niveau de son système de coordination mondiale, de travailler avec les autres organisations internationales pour améliorer les procédures de communication en temps de crise, car des mauvaises politiques de communication mondiale sont en grande partie responsables de paniques injustifiées. Je vous remercie beaucoup, Dr Valla. Merci.